Bonsoir, il est 22 h, bienvenue à vous dans l'actualité ce soir. À l'occasion donc du 40e anniversaire du parti RPP, le numéro 1 djiboutien et président du parti a fait une déclaration. Et Macky Sall est réélu dès le premier tour lors de la présidentielle au Sénégal. Voilà pour les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue réélu de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari. Dans son message, le président de la République a salué une victoire éclatante, preuve d'une véritable adhésion populaire autour du leadership proposé par le président Buhari. Nul doute que l'important renouvellement de confiance que vous venez de bénéficier vous offrira encore plus de légitimité pour entériner l'ensemble des projets que vous jugez utiles au développement de votre pays et à l'épanouissement de vos concitoyens, a écrit en substance le président Guelleh. Je forme le vœu que sous votre conduite, la nation amie nigériane vienne à bout de toutes les problématiques qui sont de nature à contrarier l'aptitude à sa quiétude et à l'exploitation de son potentiel économique, a également indiqué le chef de l'État. Candidat à sa succession à la présidentielle qui a eu lieu le 23 février dernier au Nigeria, Muhammadu Buhari a été réélu mardi soir dernier à la magistrature suprême de son pays à hauteur de 56% des voix exprimées. À noter qu'un message similaire a également été envoyé par le président de la République à son homologue du Sénégal, Macky Sall, réélu lui aussi hier jeudi avec 58% des voix. Le Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, va fêter son 40e anniversaire le 4 mars prochain. À cette occasion, de grandes festivités vont marquer ce 40e anniversaire. Le président de la République et président du parti, Ismaël Omar Guelleh, a fait une déclaration à cette occasion. Dans l'extrait que vous allez suivre, le chef de l'État et président du parti RPP revient sur la création et l'histoire du parti. On l'écoute. L'objet de notre rencontre aujourd'hui et mon message ici ont trait à la célébration du 40e anniversaire de notre parti, le RPP. J'ai donc, par le moyen de ce message, souhaité m'associer à cet événement festif dédié à la commémoration du 40e de notre parti, le RPP. Nous, les anciens, sommes enclins à briefer les nouvelles générations sur l'histoire de notre parti, ses origines, les circonstances dans lesquelles il a vu le jour, les raisons qui ont disposé à sa création, ses réalisations depuis qu'il a été mis sur pied, les défis et problématiques actuelles qu'il est appelé à relever. Ce message est donc essentiellement destiné à la jeunesse de notre parti. À ces jeunes militants, il porte sur l'histoire de notre parti. Faire le récit de notre parti, c'est tout d'abord rappeler qu'il est le fruit d'une émanation directe de toutes les forces politiques et populaires qui ont pris part à l'acquisition de notre indépendance. C'est pourquoi la LPI et le FLCS et les groupements et individus qui ont contribué de loin ou de près à l'avènement de notre indépendance sont naturellement devenus les membres du RPP. Je ne saurais omettre de profiter de cette occasion pour rendre un hommage appuyé à toutes les composantes de notre mouvement, dont les femmes, les militants de la première heure, les cadres et dirigeants du RPP qui n'ont eu de cesser de traduire en permanence dans les faits les idéaux et aspirations de notre peuple. Je saurais non plus omettre tous nos autres héros, ceux-là qui ont milité au sein de la LPI et du FLCS et d'autres groupements et associations mobilisés pour notre indépendance et qui, ensuite, après l'acquisition de notre souveraineté, ont eu l'intelligence de cœur et d'esprit d'accepter la réorganisation de notre société sous le signe inclusif de la fraternité et de la concorde générale et nationale. En mai 1977, le 8 mai, précisément lorsqu'un référendum de l'indépendance a été organisé à Djibouti, c'est à une très large majorité, à plus de 85%, que le oui a remporté. La création du RPP, parti dévolu à l'intégration de toutes les sensibilités politiques de notre pays, s'est imposée aussi en raison d'un contexte hostile à la stabilité de notre État naissant.
Les conflits armés qui ont éclaté entre les pays limitrophes de Djibouti, l'afflux des milliers de réfugiés qu'ils ont occasionnés chez nous et la crise économique que cette situation a provoquée à Djibouti, notamment l'arrêt des travaux de nos ports et de notre train, ont constitué une nouvelle épreuve à notre aptitude à préserver notre identité nouvelle de peuple souverain. Aussi, la création du RPP a-t-elle été conçue comme une grille de repère pour éviter l'imbrication des problèmes des réfugiés déplacés sur notre territoire avec ceux de nos compatriotes, appelés à relever le défi propre à la création d'une nouvelle nation solidaire à même de générer un développement garantissant sa survie. Le RPP a également été créé pour servir de plateforme nationale de réconciliation et d'intégration politique pour tous nos compatriotes, y compris ceux qui avaient autrefois combattu l'indépendance. Cette idée est essentiellement l'œuvre du premier président de la République et père de la nation, Al-Hadi Hassan Goulet Abtidon, qui, avec d'autres dirigeants de son mouvement, en l'occurrence la LPI, était d'avis que notre pays ne résisterait jamais au démon de la division et de l'émiettement si toutes les volontés politiques en son sein ne collaboreraient pas dans une seule et même entité, mobilisée pour la préservation de son existence, de son unité et de son développement. C'est donc lui qui était à l'origine, au terme d'un processus qui s'est étendu sur 2 ans, de 77 à 79, de l'importance retrouvaille nationale qui a eu lieu à Dekil entre les toutes forces vives de la nation, jeunes, femmes, notables, pour mettre sur pied le RPP. Aujourd'hui, au terme de 40 ans d'existence, on est en droit d'élaborer un jugement critique sur le bilan du RPP. On est en droit de s'interroger sur l'issue positive ou négative des actions qu'il a menées. À ce propos, combien même, comme pour tout mouvement politique, il y a eu quelques ratés, la plupart des actions menées par le RPP ont débouché sur des succès éclatants. Le fait que la nature nous ait doté des conditions difficiles dans un climat aride et presque pas de ressources et de richesses a souvent été un frein à la réalisation rapide des objectifs définis pour notre développement. Mais tous ces obstacles, notre nation a su les surmonter à force de patience et de dépassement de soi-même. Les Djiboutiens et Djiboutiennes ont réussi à fixer un cap efficace pour la réalisation de leur développement. Nous n'avions d'autre choix d'ailleurs que d'aller de l'avant et de surmonter tous ces défis, car le combat pour la transformation de notre pays en contribuable était d'autant plus salutaire qu'en définitive nous n'avons que ce seul et unique pays où nous sommes contraints d'y vivre et d'y mourir. Pour surmonter les obstacles liés à son développement, notre société a usé de politique et de créativité. Notre parti a pris le nom de Rassemblement populaire pour le progrès. Il s'agit là d'une appellation qui a tout son sens. La notion de rassemblement renvoie à l'idée d'union, de volonté de fédérer tous nos compatriotes. La notion de populaire alerte sur le fait qu'il s'agit bel et bien d'un mouvement ouvert à tous nos compatriotes, aux antipodes d'un club fermé qui serait réservé à certaines personnes, certains groupes de notre communauté nationale. Quant à la notion de progrès, elle souligne surtout le fait que notre parti est engagé en faveur du développement de notre pays. Notre parti a toujours été marqué par le fait que sa jeunesse a été à l'avant-garde de ces décisions majeures. Ce fut le cas lorsqu'au lendemain de notre indépendance, la jeunesse de notre parti a prêté main forte au leader charismatique et visionnaire qui était le premier président de la République et père de la nation, Al-Hadi Hassan Goulet Abtidon. C'est la jeunesse du parti qui avait compris avant tout le monde l'intérêt lié à un changement de nom du parti. La LPI avait servi à amener l'indépendance. Sa mission était donc révolue avec l'acquisition de notre souveraineté. Il fallait un nouveau mouvement politique qui fédère tout le monde, y compris ceux qui avaient autrefois milité contre l'indépendance nationale. C'est dans ces circonstances que le RPP, mouvement par essence ouvert à tous nos compatriotes, a été créé. Depuis, il n'a eu de cesser d'être en permanence à l'avant-poste des efforts visant à doter notre pays de tous les attributs propres à une contrée sûre, agréable à vivre. Et vous pourrez donc retrouver l'intégralité de l'intégration du chef, de la déclaration du chef de l'État, donc prononcée à l'occasion du 40aire du RPP sur les chaînes 2 et 4 de notre bouquet.
Également dans l'actualité, la première phase du programme immobilier Gadile Palm Village est terminée. Les travaux de la seconde phase ont été lancés au grand plaisir des habitants de la région. Saïd Hallatou nous en dit plus. La première phase du programme immobilier Gadile Palm Village est constituée d'une trentaine de villas de standing conçues surplombant une superbe corniche de 800 mètres en bordure de la mer et jouissant d'une vue imprenable sur le golfe de Tadjoura. Véritable success story, les villas ont toutes sans exception trouvé leur heureux acquéreur. Une deuxième phase viendra complétée plus tard par la construction de 60 appartements, d'une mosquée et d'un centre commercial, sans oublier le Gadile Resort Hotel, parachevant ainsi le projet de Gadile Palm Village à Tadjoura. Dans le lancement du projet, M. Burhan a été soutenu par le chef de l'État en personne. Le président de la République lui confie d'ailleurs la réalisation de logements à loyer modéré sur les hauteurs de Tadjoura. Le projet Gadile Palm Village concentre en lui-même les grandes lignes de la politique présidentielle, notamment la promotion de l'investissement privé, la lutte contre le chômage, la politique du logement, le développement du tourisme et le processus de décentralisation. La pose de la pierre de Gadile Resort Hotel ouvre une nouvelle étape du projet, une étape cruciale, parce que l'impact économique de cet hôtel sera considérable pour la région. Monsieur le Président, la bataille pour le développement économique que vous avez engagée assigne au secteur du tourisme le rôle qui doit être le sien, c'est-à-dire le moteur de la croissance économique. L'adoption mardi dernier par le Conseil des ministres de la stratégie nationale de développement du tourisme vient de le confirmer. Je cite: la vocation du secteur du tourisme a joué un rôle primordial dans le développement économique du pays. Cependant, pour que le tourisme devienne le moteur de la croissance, le secteur privé doit servir de locomotive. C'est donc ce signal fort qu'était venu donner hier à Tadjoura le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en participant personnellement à la cérémonie de pose de la première pierre du Gadile Resort Hotel et à l'inauguration de la première phase du projet qui ont nécessité un montant de 15 millions de dollars. Sortie du relais interannexe RPP depuis la cité Nassib, le drapeau du parti est sorti donc au tôt hier dans la matinée de la cité Nassib en présence du président de l'annexe RPP de la cité et des militants du parti. Arrivé donc à l'annexe du RPP de Cheikh Ousmane, le drapeau donc fut accueilli dans la ferveur et dans la joie par le président de l'annexe RPP de Cheikh Ousmane, du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil, du commissaire au plan chargé des statistiques Amar Ali Saïd et des membres donc du comité du RPP comme M. Gohar Hamadou ou encore Hussein Idriss. Sous des salves d'applaudissements de la population de ce quartier, le comité de l'annexe RPP de Cheikh Ousmane donc a égorgé un mouton pour immortaliser l'événement et accueillir le drapeau du parti RPP qui a fait le tour des 5 régions de l'intérieur. Et dans la cour donc d'annexe, danse traditionnelle et chant patriotique s'est levé en l'honneur du flambeau du parti qui sera l'hôte par excellence de cette grande cité de la commune de Balbala. Également dans l'actualité, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental est l'entité chargée de la formation au ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle et à ce titre, toutes les ressources humaines du MENFOP sont formées donc dans ce centre régulièrement dans le cadre du renforcement des capacités professionnelles. Dans le cadre de la politique axée sur la culture des résultats prônés par le ministre Moustapha Mohamed, le personnel administratif de tout le niveau hiérarchique bénéficie également des sessions de formation tant sur l'amélioration de la gestion administrative ou des modules spécifiques pour chaque service administratif. Cependant, le plus gros des formations concerne le volet enseignement, c'est-à-dire les enseignants, les chefs d'établissement, l'encadrement et le personnel de la vie scolaire. Le centre est aussi chargé de la formation initiale des enseignants comme ses ancêtres, à savoir l'école normale ou le CFPEN. Depuis 2016, le CFEF a accueilli la première cohorte d'élèves professeurs du cadre unique, une nouvelle disposition où les enseignants de tous les
niveaux de l'enseignement fondamental, également pour l'enseignement secondaire général et technique. Les personnels de vie scolaire, tous ceux qui de près ou de loin contribuent aux apprentissages dans les classes, au pilotage des établissements et à la réussite, somme toute, de nos élèves. Nous accompagnons bien sûr la politique éducative du ministère de ces dernières années, qui met en exergue l'utilisation des TIS dans les enseignements apprentissages. Vous avez pu voir dans la salle Smart Classroom, qui fait partie maintenant des nouveaux outils que nous utilisons, que des enseignants ont bénéficié d'une formation en mathématiques avec ce nouvel outil qui fait partie maintenant du paysage pédagogique de notre pays. Et à présent, un communiqué qui nous vient de l'ambassade de la République de Djibouti à Paris et qui dit, je cite, « L'ambassade de la République de Djibouti en France a abrité dans la journée d'hier, jeudi 28, donc la première réunion des ambassadeurs du groupe africain pour l'année 2019 autour d'un petit déjeuner. À cet égard, une trentaine d'ambassadeurs furent présents et une vingtaine de missions représentées par des chargés d'affaires ont pris part à cette importante réunion du groupe africain. Les discussions sur la solidité et solidarité du groupe africain à Paris, ainsi que les voies et moyens de raffermir la coopération avec la France, qui est le pays hôte, ont été à l'ordre du jour. Les délibérations donc de ce conclave célébré au sein de cette mission diplomatique, avec toutes les facilités qui requièrent un tel événement, furent couronnées de succès. Ceci témoigne donc, si besoin était, de la politique diplomatique proactive de notre pays, conformément à la feuille de route du chef de l'État, à son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Fin de citation. Et également un autre communiqué, donc toujours de l'ambassade de la République de Djibouti à Paris, qui dit cette fois-ci, à l'occasion donc d'une cérémonie organisée à l'ambassade de Djibouti en France, Monsieur Olivier Stern, ancien ministre lors de l'indépendance de notre pays, a été élevé au rang de commandeur dans l'ordre national du 27 juin des mains de l'ambassadeur de Djibouti en France, Ayed Moussaïd Yahya. Et pour rappel, Monsieur Olivier Stern, en politique français, parlementaire et ministre plusieurs fois sous la Ve République, a été le chef de la délégation française donc, qui a mené les discussions qui ont précédé à notre accession à l'indépendance le 27 juin 1977. Cette décoration consacre donc ses liens anciens et son amitié pour notre pays. Également dans l'actualité, la sous-direction régionale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec les forces armées RAR 1 stationnées à Arta, a organisé la finale de la première édition du tournoi de football civil-militaire mercredi dernier. La finale de cette première édition se termine en apothéose sous la houlette du préfet de la région d'Arta, Abdullah Darar, et du chef de corps du régiment Action Rapide, le colonel Ibrahim Ali Farah. La finale donc qui était hautement symbolique, a opposé l'équipe RAR 1 des forces militaires, donc Action Rapide d'Arta, à l'équipe de l'hôpital régional de la CNSS. La finale donc s'est terminée sur un score de 2 buts à 0 en faveur de la formation de la CNSS, qui devient ainsi championne de la première édition du tournoi de football civil-militaire d'Arta. Et par la suite, la sous-direction régionale du secrétariat d'État a remis des trophées et des médailles à l'équipe donc vainqueur, ainsi que les meilleurs joueurs du tournoi. Il faut rappeler que cette ample activité sportive régit sur la feuille de route du secrétariat d'État dans le but donc de développer un environnement sportif et productif. L'hôpital régional d'Ali Sabieh, organisant le cadre des activités quotidiennes donc de l'équipe mobile, une mini-caravane multidisciplinaire avec des médecins spécialistes dans la localité de Assamo. Cette caravane médicale a dispensé donc des soins au profit de la population de cette dite localité et de ses environs. Les équipes de spécialistes ont effectué des consultations et dispensé des soins à des patients qui se sont déplacés en masse et qui ont profité de cette mini-caravane des spécialités, à savoir la consultation gynécologique, l'ORL, viscérale, ophtalmologique, pneumologique, stomatologie et pédiatrique. Ainsi, durant la caravane, des femmes ont également reçu des moustiquaires imprégnés.
Sport, à présent, la Fédération djiboutienne de football a organisé hier soir la cérémonie de clôture de la première édition du tournoi de futsal qui a eu lieu du 15 janvier au 27 février dernier. Le match final a opposé l'équipe de la BOA à celle de Djibouti Télécom et c'est finalement donc la formation de la BOA qui a remporté la rencontre sur un score de 4-3. La cérémonie a pris fin avec la remise des récompenses, trophées et médailles pour l'équipe championne et le vice-champion des mains du président de la Fédération djiboutienne de football, M. Suleiman Waberi, et du directeur général de la Bank of Africa. C'est de football pour le joueur âgé plus de 30 ans. Donc pour nous c'était un test pour commencer ce tournoi. Donc l'équipe BPA, ils ont organisé une très bonne équipe avec des joueurs qui travaillent à la banque BOA en présence de leur directeur général. Je leur félicite leur talent qu'ils ont présenté ici avec face à Djibouti Télécom. Donc nous allons aussi vous informer qu'il y aura aussi un autre tournoi qui est dédié au tournoi de jeunes pour le joueur âgé moins de 20 ans. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris donc avec une grande tristesse la mort de feu Guelle Galab Moussa qui s'est éteint hier à son domicile à Ouéa. Feu Guelle Galab Moussa était un sage local, une personne très respectée de la région d'Arta. Né en 1920 à Diki, le défunt laisse derrière lui une veuve, 19 enfants et plus d'une centaine de petits-enfants. En apprenant ces douloureuses disparitions, le ministre de l'Énergie, Yonis Ali Guedi, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, le secrétaire général du ministère de l'Énergie, les députés Mohamed Ghilé, les députés Omar Waberi Malo, Djibril Abdillahi, Aïcha Mohamed Abdallah, ainsi que le préfet de la région d'Arta et le président du conseil régional adressent tous leurs sincères condoléances aux familles et aux proches du défunt et prient le Très-Haut d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde, à présent en Somalie, notamment attaque meurtrière des Shabab à Mogadiscio, double attentat suicide hier soir donc à Mogadiscio. 2 véhicules ont explosé dans la capitale somalienne. Plusieurs terroristes ont investi donc un bâtiment de la zone et tiennent un siège depuis hier soir. Les bilans varient. L'agence donc qui a couvert l'événement parle d'au moins 29 victimes et 80 blessés. L'opération a été revendiquée par les terroristes islamistes Shabab. La bombe a laissé donc un paysage de chaos. La façade de l'hôtel, des commerces, restaurants, véhicules ont été détruits et bien sûr une seconde explosion dans le même quartier a ensuite été entendue près du carrefour à Kakat. Selon un policier, des terroristes auraient aussi tenté d'attaquer la maison d'un juge situé à proximité. Actualité africaine, toujours au Sénégal, Macky Sall est réélu. Le chef de l'État sortant a remporté la présidentielle de dimanche dès le premier tour. D'après les chiffres annoncés donc hier par la Commission nationale de recensement des votes, il a obtenu plus de 58% des suffrages. Loin derrière, on trouve l'ancien Premier ministre Idrissa Seck avec 20% des voix et Ousmane Sonko 15%. De manière unanime, les 4 candidats battus ont rejeté fermement les résultats. Pour autant, ils ont indiqué qu'ils n'allaient pas introduire de recours devant le Conseil constitutionnel. C'est à présent à ce Conseil constitutionnel de valider les chiffres annoncés par la commission électorale. Et les partisans de Macky Sall ont laissé éclater leur joie à l'annonce de la victoire. Macky Sall, 56 ans, a été élu en 2012 pour 7 ans. À compter de cette année, le mandat du président au Sénégal a été ramené à 5 ans. Et concernant la crise indo-pakistanaise, Islamabad prêt à accepter la médiation russe, faisant suite donc à l'offre de médiation russe dans le conflit indo-pakistanais qui s'est encore aggravé cette semaine. Le chef de la diplomatie pakistanaise s'est dit prêt à négocier avec New Delhi. Islamabad est prête à accepter la médiation russe pour apaiser les tensions avec New Delhi et pour négocier si les autorités indiennes sont elles aussi prêtes à le faire, a déclaré donc aujourd'hui le ministre pakistanais des Affaires étrangères.
nucléaire. Les tensions se sont envenimées entre New Delhi et Islamabad depuis l'attentat suicide du 14 février au Cachemire indien, lequel a provoqué la mort d'environ 40 paramilitaires. Ce dernier a été perpétré par le groupe islamiste Jaish-e-Mohammed basé au Pakistan. Le Cachemire, disputé par l'Inde et le Pakistan, reste un foyer de tensions récurrents entre les deux puissances nucléaires. Plusieurs pays appellent désormais à la désescalade, notamment les États-Unis, la Russie et l'Arabie saoudite. Et enfin, concernant la seconde rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, l'ONU espère une poursuite des discussions. L'ONU donc espère la poursuite entre États-Unis et la Corée du Nord des discussions pour parvenir à une paix durable et une dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui son porte-parole Stéphane Dujarric. Selon Donald Trump, les discussions ont achoppé sur la question des sanctions économiques infligées au Nord du fait de ses programmes nucléaires et balistiques interdits. En fait, il voulait que les sanctions soient levées complètement, mais on ne pouvait pas faire ça, a dit le président américain. La Corée du Nord a démenti avoir fait cette demande, soulignant avoir fait une proposition réaliste en ne demandant qu'une levée partielle des sanctions économiques infligées à Pyongyang. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.